Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du lundi 3 mars. Aujourd'hui, l'Europe qui se lève pour l'Ukraine. Les tarifs de Donald Trump, en principe, c'est pour demain. François Legault qui déclenche une enquête publique sur le naufrage informatique de la Société d'assurance auto du Québec et le film Anora, qui est le grand gagnant de la soirée des Oscars. 2 jours après avoir été expulsé de la Maison-Blanche de façon cavalière, le président ukrainien Zelensky obtient maintenant l'appui très clair, ferme de l'Europe pour faire face à l'alliance formée, une alliance étrange, impensable il n'y a pas si longtemps, mais qui est de plus en plus réelle, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Concrètement, ça veut dire quoi? De l'argent, des armes, des efforts diplomatiques, politiques, pour trouver une façon de mettre un terme à cette guerre. Ce qui est d'ailleurs très particulier, c'est que Trump tente de faire croire que dans tout ça, il est un joueur neutre, qu'il est à la recherche de la paix. Mais depuis le début de sa présidence, il exécute à la perfection le plan de match de Vladimir Poutine en reprenant la propagande russe sur les raisons du déclenchement de cette guerre. Et puis on l'a vu, cette séance d'humiliation de vendredi. Ce piège, un guet-apens dans le bureau ovale, devant les caméras, devant les journalistes, c'est absolument hallucinant. Trump, son pitbull, le vice-président Vance, qui ont mis dans le coin le président Zelensky en lui disant « Vous êtes responsable de la guerre. Vous n'êtes pas en position de demander quoi que ce soit et ce sera votre faute si une troisième guerre mondiale éclate. » On s'est coupé la parole, on sentait l'agressivité. Et finalement, on a dit à Zelensky et à la délégation ukrainienne de quitter. Malgré cela, Zelensky se dit encore prêt à faire une entente avec les États-Unis pour ce qui est des matières premières. Dans les dernières heures, le ministre français des Affaires étrangères a tenu des propos intéressants. C'est vraiment là un duo, la France, la Grande-Bretagne, qui mène l'opération pour protéger l'Ukraine. Il dit, je le cite, Jean-Noël Barrot, « Jamais le risque d'une guerre sur le continent européen n'a été aussi élevé. » Il dit que c'est l'intérêt des États-Unis, et c'est même la destination naturelle des États-Unis de se trouver dans le camp ukrainien. Ça semble pas être l'approche de Trump actuellement, parce que, dit-il, si l'Ukraine venait à capituler, ce serait non seulement une nouvelle terrible pour l'Ukraine, mais une nouvelle terrible pour les Européens et un aveu de faiblesse pour ce qui est des États-Unis. Alors la stratégie, c'est quoi? C'est de proposer une trêve, d'arrêter les bombardements, d'arrêter les opérations navales et aussi d'arrêter les tirs contre les infrastructures énergétiques. Tout ça pour tenter de faire baisser la tension et amener vraiment Poutine à négocier. Mais est-ce qu'il veut négocier quand il a trouvé cet allié incroyable en Donald Trump? M. Trudeau était à Londres aussi pour participer à cette rencontre au sommet et il a dit que le Canada n'écartait pas la possibilité d'envoyer des troupes au sol pour justement s'assurer du respect d'un accord de cessez-le-feu qui est à venir. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me demandant ou en soulevant la question pourquoi le roi Charles III, quand Trump parle de mettre la main sur le Canada, pourquoi est-ce qu'il est silencieux? Il demeure le monarque. Alors, au moment de faire ce balado, M. Trudeau doit rencontrer le roi Charles III et son intention, il l'a dit, c'est de parler de la souveraineté du Canada face aux menaces du président américain. Alors, il a dit, nous allons discuter des questions d'importance pour le Canada et je peux vous dire qu'actuellement, ce qui est le plus important, c'est de défendre notre souveraineté et notre indépendance. Le dossier, ça clique. Bon, le premier ministre Legault qui ordonne une enquête publique. Qui dit vrai? Qui sont donc les menteurs, les manipulateurs? Qui sont les personnes qui ont permis de lancer l'opération en février 2023 en sachant que le nouveau système informatique n'était pas prêt, qu'on s'en allait directement dans le mur? Et dans le fond, est-ce que, c'est l'autre question, les dépassements de coûts, l'explosion des enveloppes, ça s'explique par de la magouille, de la mauvaise administration ou par une simple logique que c'est toujours très dispendieux l'informatique, puis on ne sait jamais comment ça va atterrir. Puis là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui amène un premier ministre à déclencher une enquête publique? Historiquement,
que ce soit les commissions d'enquête sur l'industrie de la construction, d'autres types de consultations publiques, c'est quand le scandale 1 ne s'essouffle pas. Ça dure une journée, 2 jours, une semaine, 10 jours. Puis tu as l'impression là, qu'à chaque période des questions, ça va pratiquement être un des 3 sujets dominants. L'autre élément majeur, c'est quand des nouveaux éléments apparaissent tous les jours. On l'a vu la semaine dernière, je ne savais rien, mais finalement, j'en savais un petit peu. Donc, tout ça demeure extrêmement préoccupant. C'est des emmerdements pour le gouvernement, pour le premier ministre, en se disant, mais qu'est-ce qui va sortir? Je vais me lever un matin, qu'est-ce que je vais apprendre? Et aussi, une enquête publique, ça permet d'éviter de faire dévier les questions. Donc, M. Legault insiste sur son intégrité en disant « je ne savais rien ». Par contre, on a appris des choses. On a appris que la ministre Geneviève Guilbeault a rencontré en novembre les gens de la Société d'assurance qui étaient allés voir aussi le sympathique Éric Kerr, celui qui est au courant de rien, mais il semble qu'on lui a présenté un tableau en disant « regardez, on n'a pas fini les tests. Il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des éléments d'inquiétude, puis il y a des affaires qu'on sait qui ne marchent pas. » Puis les budgets explosent. C'est ce qu'on aurait dit à Éric Kerr. Il n'a pas démissionné pour rien quand même. Mme Guilbeault a eu une séance d'information en novembre, puis lui a dit « tout va bien ». C'est ce qu'elle prétend. Mais en même temps, on va apporter des correctifs, puis on va repousser en février le déclenchement de la transition. Non seulement le ministère Kerr, le bureau du ministre Kerr, Mme Guilbeault, mais aussi le ministère du premier ministre. C'est pas le bureau politique, c'est pas le cabinet, ce sont les hauts fonctionnaires. Yves Ouellet, qui était à l'époque le secrétaire général. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui a donné le feu vert? On n'a pas les réponses. Et là, M. Legault dit, puis c'est très clair sa position, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux qu'on me donne l'heure juste. Je veux savoir qui sont les responsables politiques, administratifs. Et je me suis engagé à ce que nos dirigeants soient imputables et je vais respecter mon engagement. Donc, il y a des gens qui vont avoir chaud durant toute cette opération. Alors, qui va faire l'enquête? Ça va prendre combien de temps? L'opposition veut avoir des résultats rapides. Moi, je vous dirais une chose. Je comprends là, qu'il faut faire l'autopsie du fiasco à la Société d'assurance automobile. Mais surveiller de près tous les dossiers informatiques en santé, ça comprend la nouvelle application, la nouvelle plateforme Votre Santé. Est-ce qu'on est dans les budgets? Est-ce qu'on est dans le respect des échéanciers? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'on est en train de répéter le même scénario en santé qu'on vient de vivre à la Société d'assurance automobile du Québec? C'est bien beau demander à l'UPAC de venir voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé à la Société d'assurance auto puis à l'Autorité des marchés publics. On peut-tu regarder comment ça va en santé? Ce sont des budgets astronomiques de centaines de millions de dollars qu'on est en train de dépenser. Il me semble qu'on devrait s'occuper de ça aussi en priorité. Demain, c'est mardi, 4 mars, Donald Trump va imposer les tarifs, ses tarifs, sur l'ensemble des produits canadiens et mexicains. Quel pourcentage? Pas clair encore. C'est un peu comme le supplice de la goutte. Les États-Unis qui ajoutent tous les jours presque des conditions. C'est un peu la stratégie de Trump en affaires, c'est-à-dire de l'intimidation, puis je te bardasse, puis je te bouscule jusqu'à la dernière seconde, puis à chaque fois que je te pousse un peu, ben tu m'en donnes, puis je te repousse encore, puis ça continue. Dans le dossier américain, on peut dire que les États-Unis suggèrent très fortement au Canada et au Mexique d'imposer des tarifs douaniers à la Chine. Le Pentagone stoppe les opérations de cybersécurité contre les Russes. Quand je vous parlais tantôt de cette alliance entre Trump et Poutine, il y a une dizaine de figures dominantes des cartels mexicains de la drogue qui ont été livrés ou qui seront livrés aux États-Unis. Et Robert Kennedy, le nouveau secrétaire à la Santé, qui se dit maintenant favorable à la vaccination face à la multiplication des cas de rougeole au Texas. Il rappelle qu'il ne veut pas l'imposer, que c'est un choix personnel, mais il pense que ce serait une bonne chose, compte tenu donc du nombre de cas qui ont été détectés. Alors, le secrétaire américain du commerce, M. Lutnick, a dit hier que, ouais, on vous l'a dit, là, le Canada, le Mexique, ça entre en vigueur mardi. On avait repoussé ça la dernière fois, là, puis je ne sais pas s'il va y avoir des téléphones aujourd'hui, mais bon.
mais ça sera peut-être pas 25 %. Et là, il ne veut pas donner de détails. Est-ce que ce sera sur l'ensemble des produits? Est-ce que seulement un certain nombre de biens de production, de matières premières? Est-ce qu'on va y aller de façon graduelle? C'est Trump qui décide. Il est imprévisible. Tout ça peut changer à la dernière minute. Il a dit hier sur le réseau Fox, il y aura des droits de douane, mais de combien? On va laisser le président discuter. Il y a quand même des indications. Alors, il dit, je pense que vous devriez, vous les Canadiens et les Mexicains, puis les Mexicains sont supposés le faire, joindre votre force aux États-Unis et d'imposer des tarifs sur les produits chinois. Parce que les Chinois, c'est vrai pour les Américains, mais c'est vrai aussi pour le Canada, déversent des produits made in China. Alors, on a déjà frappé sur les voitures électriques, mais là, il faudrait faire une espèce de blocus nord-américain contre l'envahisseur économique chinois. C'est ce qu'il propose et c'est ce que les Mexicains, ont l'intention de faire. D'ailleurs, l'opération contre les trafiquants de drogue au Mexique donne des résultats. On s'entend, là, le Canada, là, c'est pas un immense laboratoire de fentanyl. Là. Oui, il y en a, puis on comprend que c'est un symbole, puis que les cas de surdose, c'est terrible. Il y a des gens qui meurent tous les jours, mais c'est rien comparativement à ce qu'on retrouve au Mexique. Et il faut dire que dans ce cas-là, l'opération ou la stratégie Trump donne des résultats. D'abord, on n'a jamais mis autant de pression sur les leaders des cartels de la drogue au Mexique. Les Mexicains ont accepté de livrer, sont en train de le faire, ça a commencé la semaine dernière, là, 2 douzaines de figures dominantes, ce qu'on appelle des opérateurs des cartels. Alors, on les livre aux États-Unis parce que les Américains veulent les amener en procès et veulent donner un exemple sur la place publique. Ça, c'est la première chose. Et ça touche principalement le cartel, un des plus gros, là, de Sinaloa. L'autre chose, les Mexicains ont dit, on vous envoie donc de plus en plus de membres de l'armée, de la garde nationale, pour combattre le trafic de stupéfiants. Ça s'est jamais vu. Le Mexique est un régime corrompu, politicien, je vous dirais l'armée, la police. Il y a eu des scandales à répétition, des gens qui étaient à la solde des organisations criminelles. Là, c'est une pression qui s'exerce et semble-t-il qu'on perçoit énormément de nervosité. L'autre chose, c'est que le nouveau secrétaire à la Défense a décidé, enfin c'est pas lui, là, mais il exécute le mandat de Trump d'envoyer des soldats à la frontière. Officiellement, c'est pour bloquer l'immigration, mais il n'a pas écarté l'idée d'envoyer des Américains en territoire mexicain faire des opérations contre les cartels de la drogue, ce qui, évidemment, ne fait pas l'affaire du Mexique en disant on s'en occupe, restez de l'autre bord. Et puis Trump, je vous le disais concernant la Chine, un des éléments qu'il considère, en plus des tarifs, c'est d'empêcher les investissements. Il veut se sevrer, on connaît l'expression Québec en santé, là, mais il veut se sevrer de la Chine, ou s'il n'est pas capable, de se donner un meilleur rapport de force pour négocier avec les Chinois. Je vous parlais tantôt de ce réflexe de Trump de suivre à la lettre ce que Poutine dit. Imaginez Poutine au Kremlin tous les jours, il n'en revient pas. Il doit se dire, là, je m'attendais à ce qu'il soit de mon bord, mais tant que ça. Alors, on a décidé d'arrêter les opérations, les cyber-opérations contre les Russes. Et la ligne est très mince entre bloquer des cyberattaques qui sont concoctées dans des fermes par des pirates russes, par des geeks qui lancent des opérations qui demandent des rançons, puis aussi de l'espionnage pour savoir exactement ce que les Russes font. Donc, pour le moment, on a décidé, pour pas indisposer M. Poutine, d'arrêter ces opérations, ce qui laisse plusieurs experts de glace en disant « mais on se rend vulnérable dans le contexte actuel ». Je veux vous parler maintenant des parents d'Alexandre Bissonnette, qui étaient les invités de Tout le monde en parle hier soir. J'ai lu le livre de M. Raymond Bissonnette, « Quand il n'y a pas de mots ». Il revient sur les événements de la mosquée La Tuerie du 29 janvier 2017. Il détaille ce qu'il a vécu ce soir-là. Et je vais revenir sur l'aspect le plus important du livre, parce qu'il y a beaucoup écrit là-dessus, sur le fait que son fils a été victime d'intimidation et que c'est pas un terroriste et que M. Trudeau puis la Couronne n'ont pas assez tenu compte
de l'impact de l'intimidation sur la santé mentale. Puis je précise que tous les profits du livre seront versés à un organisme qui lutte justement contre le bullying à l'école, contre l'intimidation. Alors, qu'est-ce qu'il dit, M. Bissonnette, dans le livre? D'abord, il raconte que ce fameux soir-là, ce dimanche, Alexandre Bissonnette est allé manger chez ses parents. Tout semblait normal. On sait qu'il y avait des enjeux de santé mentale, qu'il prenait des pauses, prenait probablement des médicaments, mais il semble qu'il avait l'air correct. Puis quand il a eu terminé le repas, il a dit à ses parents, il a 27 ans, là, puis il vit avec son frère dans un appart, condo, là, ailleurs à Québec, tout près de la mosquée. Alors, il dit à ses parents, je m'en vais au club de tir, un dimanche soir de neige. Et il va chercher ses armes, qui sont parfaitement entreposées, légalement entreposées, et il quitte. Son frère qui l'attend appelle à la maison, appelle ses parents, puis dit, coudonc, Alexandre, parlez. Et son père dit, ben non, il est parti au club de tir. Ça se peut pas, le club de tir est fermé le dimanche. Et là, s'ensuit l'angoisse. M. Bissonnette se rend à l'appartement, le groupe d'intervention débarque. Et là, petit à petit, on comprend qu'il y a eu une attaque, puis petit à petit, on comprend que c'est Alexandre Bissonnette qui a ouvert le feu. Je comprends l'intimidation, c'est un problème réel. Mais ce qui s'est passé à la mosquée, c'est quand même un jeune homme perturbé qui avait accès à des armes et qui a décidé d'entrer dans une mosquée, qui a ciblé une mosquée et qui a tué tous les gens à l'intérieur, en fait, toutes ces victimes qui ont été assassinées et les blessés, donc, ce qui est quand même grave, ce qui est arrivé. Alors ça, c'est la première chose. On dit, oui, mais c'est pas un acte de terreur, c'est pas du terrorisme. Peut-être pas. Peut-être que Bissonnette était pas membre d'une organisation. Il n'y avait pas un communiqué, il n'a pas revendiqué au nom d'une cause. Il en demeure pas moins que la preuve a démontré qu'il a navigué sur des sites d'extrême droite aux États-Unis, sur des milices, sur des gens racistes. Il a également fait toutes sortes de recherches sur les musulmans. Puis je m'excuse, mais quand tu vises une mosquée et que tu tires à l'intérieur des musulmans, il y a quand même une signature. C'est peut-être pas une organisation terroriste, mais c'est très certainement un acte visant la terreur. Alors, c'est un bouquin qui va susciter beaucoup, je pense, de réactions. Les suites de la pandémie, il y a 2 articles ce matin. D'abord, dans la presse concernant la santé. 5 ans plus tard, est-ce qu'on est prêt à faire face à une autre pandémie? La santé publique nous dit oui. Dr Arruda, à qui j'ai parlé, dit oui, les plans sont presque complétés, puis on sait quoi faire, puis on a appris de nos erreurs. Mais il y a beaucoup de gens sur le terrain qui disent je suis pas certain. D'abord, on n'a jamais vraiment fait l'exercice complet, surtout, au sujet des centres de soins de longue durée. Demain matin, il y a une autre pandémie qui nous éclate dans le visage. Comment on va gérer les centres de soins de longue durée? Est-ce qu'on est plus outillé? Le gouvernement dit que oui, mais il y a certaines inquiétudes. Et puis, il y a le volet sur l'éducation. Dans Le Devoir, ce matin, ce sont des experts qui, je dirais, se prononcent avec des éléments incomplets d'information parce qu'il n'y a pas de tableau à 100% valide qui nous explique quels ont été les impacts pour les jeunes cette période de la pandémie où il y a eu le travail à la maison puis l'absence de contacts sociaux. Ce qu'on remarque, la conclusion rapide, le taux d'échec a augmenté, c'est sûr. Les élèves qui avaient déjà de la difficulté en ont encore plus, puis les élèves pour qui ça va bien, pour qui l'école c'est assez facile, ben c'est encore vrai. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se débrouiller et on est probablement en train de rattraper les apprentissages perdus durant cette période-là. L'opération Consignation, qui a été lancée en fin de semaine, j'ai vu tous les reportages, puis le Journal de Montréal ce matin nous dit que c'était un peu chaotique dans le sens où il y a des contenants qui étaient refusés, des dépanneurs qui ne savaient pas trop quoi faire, des machines qui étaient défectueuses. Je rappelle qu'il y avait seulement 47 succursales, d'ouvertes sur les 200 qui étaient promises. Il y a de l'eau dans le gaz entre le gouvernement et les responsables de Consignation. Et il faut juste se dire quand même que ce sont les contenants, là, c'est une première étape, on n'a pas inclus les bouteilles de vin encore, là, les contenants de boissons prêtes à boire, de plastique, de 100 ml à 2 litres qui sont consignables, des pots en échange donc de 10 sous.
Et là, il y a des dépanneurs qui disent « Non, nous autres, on s'occupe pas de ça. Un supermarché qui limite le nombre de contenants. » Marquez que c'est un peu normal là, qu'il y a des périodes d'ajustement. Puis il y a eu une grosse offensive publicitaire, mais peut-être que les gens sont pas trop au courant où se trouve l'endroit. Le dossier Stablex. La mairesse de Blainville, Lisa Poulain, demande une rencontre d'urgence avec le premier ministre Legault pour stopper le projet d'expansion de l'usine Stablex qui gère des déchets toxiques depuis des années au Québec, qui veulent prendre de l'expansion. Il y a un projet de loi qui a été déposé. Québec tasse les pressions municipales. Le bureau d'audience publique en environnement et va de l'avant puis veut agrandir sur des terrains, milieu naturel, dit-on, cette usine pour entreposer plus de produits toxiques qui viennent du Québec, mais aussi de l'Ontario et des États-Unis. Puis il y a un mouvement citoyen très fort, mais le gouvernement fait la sourde oreille à ces revendications. Une affaire bizarre aussi, un avocat de Brossard qui se dit épuisé par le système qui aurait menacé de se rendre à l'Assemblée nationale pour faire un coup d'éclat ou d'État. C'est dans le Journal de Montréal, ça dépend de la version. Mais c'est assez bizarre. Le gars s'appelle Pascal David Alain Taillefer. Il a été arrêté. On a trouvé chez lui des couteaux, des machettes et $1 million en argent comptant. Et il semble qu'il est épuisé, il est agressif, il a été agressif avec les policiers, mais on l'a quand même remis en liberté parce qu'on pense qu'il a besoin de se faire soigner. Et puis je termine avec 3 nouvelles. D'abord, la grande soirée des Oscars. En passant, pas un mot sur Donald Trump. Là. Il n'y a pas eu de farce, pas d'allusion, ou à peine. On sentait une certaine retenue pour ne pas indisposer le monarque. C'est le film Anora qui l'emporte, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, une escorte, une prostituée, qui développe une relation avec le fils d'un oligarque russe. Vous comprendrez que ça ne fait pas l'affaire des parents. Alors, c'est un film très touchant qui va chercher l'Oscar pour cette année. Et vous avez également Adrien Brody qui remporte le titre, le prix pour le meilleur acteur pour de Brutaliste, et Mickey Madison, justement, pour son rôle dans Anora. Herbert Léonard, qui a interprété pour le plaisir, qui a été une vedette au Québec pendant des années, qui est décédé à l'âge de 80 ans, emporté par le cancer. Et puis, Leonard Cohen, on a vendu des souvenirs, des pièces de collection. Et l'item qui a vraiment fait exploser le tiroir-caisse, c'est un cahier de notes, donc des notes prises à la main, des poèmes, des chansons, 76 pages, qui datent de plusieurs années. Et ça s'est vendu pour 175 000 $. Ça complète notre revue de presse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de relâche et je vous donne rendez-vous à demain. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.